Donc on voit qu'effectivement la question de la religiosité, de l'identification à l'islam et de la pratique de l'islam est quand même au cœur du truc. Et là, ça renvoie effectivement aussi au biais de sélection, à savoir effectivement Marwan Mohamed et le CCIF. Alors dans les entretiens, moi c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup insisté, en particulier dans les médias. Dans les entretiens, on a quand même une minorité substantielle, et on va voir un bon exemple dans les quelques minutes qui viennent. Je fais un peu de suspense, machin. De personnes qui, en fait, en début d'entretien, nous disent « Vous savez, moi, je suis pas musulman. Hein. » Ou « Vous savez, moi, je suis pas musulmane. Hein. Mais je suis pas musulmane, ou je suis pas musulman, mais j'ai une gueule d'arabe. Ou alors, mais je m'appelle Mohamed, ou je m'appelle Samira. Ça se voit sur mon CV. Donc, je suis perçu comme musulman ou musulmane. Quoi. Il y a 20 ou 30 ans, ces personnes auraient été perçues comme arabes, mais maintenant, ces personnes tendent à être de plus en plus perçues comme musulmanes. Donc on voit une sorte de glissement en fait d'un racisme anti-arabe, on va dire post-colonial, lié au souvenir de la guerre d'Algérie et tout, à clairement une islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'on passe d'un type de racisme à un autre, hein. C'est-à-dire que les deux sont imbriqués de manière complexe et selon les circonstances, selon les personnes à qui on a affaire, selon les questions qui sont mises en débat dans l'espace public, un racisme va prendre le pas sur l'autre. Okay. Alors, où est-ce que ces personnes habitent? Les trois, je ne vais pas vous asséner toutes ces statistiques qui sont un peu reloues, là, mais les trois lieux principaux de résidence, c'est clairement Royaume-Uni, Canada et puis Émirats Arabes Unis, en particulier Dubaï. Avec l'idée que les personnes à qui on a parlé en entretien sont quand même beaucoup plus souvent enclines à habiter au Royaume-Uni ou au Canada, en fait. On a eu plus de mal à parler en entretien à des gens qui vivent à Dubaï. Pour toutes sortes de raisons, mais c'était plus difficile, quoi. Par contre, les gens qui habitent au Canada ou au Royaume-Uni, c'était en l'occurrence souvent beaucoup plus facile. Alors, s'il y a des gens qui sont allés à Montréal, vous avez cette magnifique fresque de Léonard Cohen, qui n'est pas très très loin du musée du Palais des Beaux-Arts de Montréal. Et donc voilà, quand on va à Montréal, on sent cette présence française musulmane, quoi, clairement. Quoi. Et là, on voit aussi, vous vous souvenez, 54% des personnes qui ont bac plus 5 ou plus, hein, il y a toute une population française musulmane que l'on n'a pas réussi à toucher. Je dis qu'on n'a pas réussi, donc on n'a même pas essayé de toucher, en fait. Bon, j'étais prof invité à l'Université de Montréal il y a 3 ans, il y a 2 ans, sur un trimestre et après sur un mois. Et en fait, quand on va à Montréal, il y a des gens qui connaissent un petit peu, peut-être que ça correspond à votre expérience, hein, mais quand on va à Montréal et qu'on va dans une sorte, par exemple, une chaîne de boulangerie de type Paul, hein, bon, il n'y a pas vraiment Paul là-bas, mais ce qui serait l'équivalent de Paul à Montréal, on va tomber assez vite sur une jeune femme qui porte un hijab et qui a un accent français, quoi. Et là, donc, on va se dire tout de suite, bah voilà, c'est quelqu'un qui peut-être vient de région parisienne, ou alors d'un quartier populaire de Lyon, quoi. Et on sent ça assez vite, quoi, en fait. Et ce ne sont pas des personnes à qui on a parlé, effectivement, parce que, bon, c'est peut-être un préjugé de dire ça, mais l'écrasante majorité de ces personnes vont rester au Canada 6 mois, 8 mois, 1 an, vont peut-être après devoir repartir, mais en tout cas, elles ne vont pas s'enraciner au Canada, parce que précisément, elles ne sont pas hautement qualifiées, quoi. Il y a vraiment une immigration donc, choisie, hein, donc, au Canada qui va privilégier donc, les personnes hautement qualifiées. Alors voilà, donc alors, sur je vais juste dire un mot ou deux sur ces 3 ou 4 slides qui viennent. Hein. Au début du chapitre 1, donc on a dans le chapitre 1 du bouquin 10 ou 12 tableaux. Le premier tableau qui apparaît, c'est celui-là en fait, les raisons du départ, les motivations au départ. Et on avait 14 raisons, on pouvait en choisir 4. C'est la raison pour laquelle ça fait beaucoup plus que 100%, vous l'aurez compris. Dans ces 14 raisons, en fait, il n'y en a que 2 qui explicitement sont liées à des enjeux de discrimination, de racisme, d'islamophobie. C'est pour être moins confronté au racisme et aux discriminations, et j'ai quitté la France pour vivre ma religion de manière plus sereine, en fait, de manière plus apaisée, ou je ne sais plus comment on dit en français. Enfin, voilà. Et clairement, on voit que ce sont de très loin les 2 raisons qui sont les plus souvent invoquées. Donc, ça semble invalider la thèse selon laquelle, en fait, ces personnes sont des expatriés comme les autres. Puisque
elles ont senti qu'elles étaient contraintes, amenées, invitées, forcées à quitter la France, en fait, pour effectivement ces raisons-là. Toutes les autres raisons, en fait, sauf éventuellement celle-là, vivre dans un environnement multiculturel, ou alors si vous appelez Mohamed ou si vous appelez Marie-Charlotte, vous pouvez avoir envie, si vous êtes issu d'une petite ville de Normandie ou d'une petite ville, je ne sais pas moi, de l'Isère, d'aller vivre dans un environnement multiculturel. Donc ça veut tout et rien dire, ça, en fait. Donc là, voilà, cette raison-là, elle est un peu hybride, quoi. Bien évidemment, j'ai quitté la... Ah oui, j'avais oublié que c'était un truc tactile, c'est génial. Je vais essayer de ne pas le toucher. La raison to live on Muslim land, donc pour vivre en terre musulmane, elle a été invoquée par presque 24% des personnes. Donc en fait, ce qui apparaît assez souvent dans notre bouquin, c'est que on a quand même principalement affaire à des personnes qui sont nées, qui ont grandi en France, qui sont de fait des personnes françaises, occidentales, à tous les sens du terme, qui ont quand même une assez forte religiosité, mais qui, pour l'écrasante majorité d'entre elles, ne veulent pas pour autant vivre en terre musulmane. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le faire 10 ans ou 15 ans après, ça on ne le sait pas, hein. Mais l'idée d'aller vivre en terre musulmane n'est pas un truc qui est central dans leur trajectoire personnelle. Ça peut être important chez des personnes qui vont retourner au bled. Je mets bien évidemment des guillemets retourner au bled, puisque ces personnes sont nées et ont grandi en France. Lorsque, par exemple, des personnes d'origine algérienne ou marocaine partent vivre dans leur pays, dans le pays dont leurs parents est issu, quoi. Ça, c'est un cas qui arrive de temps en temps, mais voilà, c'est quand même pas super majoritaire, comme vous le voyez, quoi. Toutes les autres raisons, en fait, sont des raisons qui peuvent être invoquées par des personnes qui sont musulmanes ou pas. Donc, on voulait vraiment pas, dans ce tableau-là, en fait, hein, dans cette partie du questionnaire, on voulait vraiment pas enfermer nos enquêtés dans une identité collective de groupes discriminés, quoi, de groupes stigmatisés, si vous voulez. On voulait pas les ghettoiser dans une sorte d'identité collective de groupes discriminés, quoi. Mais en fait, les résultats parlent pour eux-mêmes, quoi. Alors, qu'est-ce que ces personnes vivent, en fait, une fois qu'elles quittent la France ? Alors, j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui avaient peut-être un frère, une sœur, des cousins, des gens que vous connaissez, des amis et tout, qui vivent au Royaume-Uni, au Canada, à Dubaï, même en Belgique, ou alors aux Pays-Bas ou en Allemagne. Donc, je vais peut-être pas en dire beaucoup, mais ça fait l'objet du chapitre 4, en fait, dans le bouquin, hein, où on insiste sur finalement une certaine banalité de l'islam une fois qu'on a quitté la France, quoi. Alors certes, il y a de l'islamophobie au Royaume-Uni, certes, il y a de l'islamophobie au Canada, aux États-Unis, certes, il y a eu le Muslim ban quand Trump a été élu la première fois, hein. Bon, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais bien évidemment, la situation aux États-Unis est beaucoup plus préoccupante maintenant que lorsque Trump a été élu la première fois. Alors juste un truc, dans la version de poche du bouquin qui vient de sortir, on a augmenté c'est une version qui est donc modestement augmentée avec 5 entretiens en plus, et où on a refait quelques entretiens avec des personnes qu'on avait déjà interrogées il y a quelques années. Donc on donne quelques éléments par rapport à la réélection de Trump, par rapport à la question palestinienne, et puis comment la question palestinienne elle est vécue dans des pays européens comme l'Irlande, et l'Allemagne notamment. Alors, on a choisi l'Irlande et l'Allemagne de façon délibérée, hein, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir après. Mais voilà, on ajoute quelques éléments pour actualiser notre bouquin, quoi. Et effectivement, cette banalité en fait du fait musulman dans un certain nombre de pays où vivent nos enquêtés. Alors là, c'est Canada et Royaume-Uni, hein. On voit, alors, si vous connaissez un petit peu Londres, c'est le bâtiment qu'on appelle le Gherkin, donc qui veut dire cornichon, hein, vraiment au cœur de la City de Londres. Et on voit en fait la banalité des salles de prière, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve vraiment très très souvent en Grande-Bretagne, à la fois dans des espaces managériaux, donc dans des bureaux de grandes entreprises, dans des bureaux très cossus dans la City de Londres, mais aussi dans des usines, en fait. On a parlé à un type qui a travaillé assez longtemps dans une des grandes centrales électriques à Drax, donc dans le Yorkshire, qui travaillait dans une centrale électrique, qui était ouvrier là-bas, hein, et qui me disait, voilà, moi, quand on m'a fait visiter mon lieu de travail, on m'a tout de suite dit, si tu veux prier, c'est là, il y a une salle, n'hésite pas, machin. Et l'écrasante majorité des personnes à qui on a parlé nous ont dit, mais nous, on n'en demandait pas tant, en fait.
et sont arrivées là-bas et ont dû un peu, l'expression qu'on utilise dans le bouquin, ces personnes ont dû désapprendre la France, en fait. Elles ont dû dire, voilà, mais en fait, je suis plus en France, là, donc on peut dire qu'on est musulman et on peut dire, ok, on prie, et finalement, c'est assez banal, quoi. Et c'est ce que montre, en l'occurrence, cette photo, quoi. On a parlé aussi à un autre type dont le pseudo est Nassim, dans le bouquin, qui est quelqu'un, je ne sais plus d'où il est, enfin bref, il est à Leicester, donc en Angleterre. Il a travaillé longtemps dans la plus grande usine de chips d'Europe, apparemment, qui est l'usine Lay's. Je ne fais pas de pub pour Lay's, hein, mais enfin bref. Pareil, hein, travailler en usine, et puis il nous dit, moi quand j'ai visité l'usine, on m'a dit, voilà, salle de prière, n'hésite pas, machin, voilà. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a moins d'islamophobie au Royaume-Uni, mais c'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'efficacité capitalistique, le capitalisme est plus fort que le racisme, est plus fort que l'islamophobie. Parce que ces entreprises-là ont bien compris que pour veiller à ce que le personnel soit épanoui et donc soit prêt à se défoncer pour l'entreprise, on va faire un certain nombre de gestes qui, effectivement, impliquent, par exemple, d'ouvrir une salle de prière, quoi. Et la banalité de la salle de prière, souvent, dans les entretiens, ce qui revient souvent, c'est apparenté, en France, à la machine à café, quoi. C'est tu veux venir boire un kawa, non, je vais d'abord aller prier, machin. Et c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Et effectivement, c'est un truc qui est assez intéressant à prendre en compte. D'abord, en termes d'espace médiatique, ça, c'est pas un truc qui est revenu dans l'entretien, parce que la grande majorité des personnes à qui on a parlé, je pense, ne regardent pas nécessairement la télé. Mais moi, qui suis un vieil homme blanc de 52 ans maintenant, la première fois que je suis allé à Montréal, au départ, je suis prof d'anglais, donc je suis très très anglophone, quoi. Mais bon, voilà, j'ai adoré être à Montréal, hein, mais j'allume la télé, j'allume CBC, donc Canadian Broadcasting Company, l'équivalent plus ou moins de la BBC anglaise, et je mets les infos du soir, et je tombe sur cette femme, en fait, à gauche, qui s'appelle Ginella Massin, qui est une convertie, hein, d'origine panaméenne, et qui présente les infos du soir avec un hijab, quoi. Et moi, je me dis, on était en train de préparer le bouquin, je me dis, mais si on est une personne française, qu'on allume la télé, on voit ça, mais on se dit, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est comme si il faut imaginer, je sais pas moi, Anne-Sophie Lapix avec un hijab et que ça crée pas de controverse en France, quoi. Donc d'une certaine manière, ça cultive l'idée d'un Eldorado, mais ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin quand même, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on insiste bien sur le fait que le premier type de racisme postcolonial qui existe en France, c'est l'islamophobie. Et le premier type de racisme postcolonial qui existe au Canada, c'est pas l'islamophobie, c'est ce qui se passe avec les peuples premiers, en fait. Ceux qu'on appelait avant les Indiens. C'est-à-dire, est-ce que M. Macron s'en sort mieux par rapport aux questions d'islamophobie que Justin Trudeau par rapport aux questions liées au sort des peuples premiers? J'ai pas réponse à la question, quoi. Donc on voit à la fois à quel point c'est la même question, l'islamophobie. Donc en fait, on peut comparer l'islamophobie au Canada et en France, mais en même temps, c'est pas la même question, quoi. Donc c'est très 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 compliqué. Alors j'espère qu'on s'en sort bien dans le bouquin quand il s'agit d'expliquer ça, mais je pense que c'est très très important à prendre en compte. Alors néanmoins, si on est une association antiraciste en France et qu'on veut combattre l'islamophobie, voilà, on regarde du côté du Canada et on dit bah oui, Justin Trudeau, qu'on a parfois d'ailleurs comparé à Macron, pour d'autres raisons, c'est quelqu'un qui se rend à des réunions d'associations anti-islamophobie au Canada et qui dit des choses que, bien évidemment, jamais Macron n'aurait dites en tant que président, parce qu'avant d'être élu, il a dit d'autres choses, hein. Voilà, ça c'est un autre débat. Alors, quand j'étais à Montréal, j'ai dû faire un permis de travail, en fait, avec le site fédéral du gouvernement canadien. Et donc, c'est voilà, permis de travail, machin. J'arrive sur le site du gouvernement fédéral canadien et je tombe sur cette photo, en fait, qui est là. Et alors, ça aurait été très très bien, on n'a même pas essayé de le faire, mais d'interroger les personnes qui travaillent, qui travaillent dans le marketing, dans la conception du site internet du gouvernement fédéral canadien. À quel pays avez-vous surtout pensé lorsque vous avez imaginé mettre cette photo, en fait, sur le... je pense que c'est à la France qu'ils ont pensé, quoi. Et alors, ce qu'on dit un peu dans le bouquin, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord, donc on peut y revenir après si vous voulez.